Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On va passer ce matin un petit bout de temps ensemble. Et je suis ravie d'avoir autour de ma table Julien et Marie que je présenterai dans un instant. Peut-être un petit focus sur le programme de ce matin. On va commencer par une introduction rapide de Bishek, qui est donc aujourd'hui votre host. Ensuite, nous passerons justement sur le retour d'expérience OFI. Une session de questions-réponses, même si vraiment je vous encourage au fur et à mesure de la présentation de poser vos questions. Nous, justement, Pauline et moi, on prendra la casquette de modérateur et s'il y a des questions super pertinentes, on pourra peut-être les prendre aussi au fil de l'eau pour rythmer la présentation. Et puis, on finira par une rapide conclusion avant de nous quitter. On va commencer du coup sur l'introduction de Bishek et je vous encourage, si vous le souhaitez bien entendu, de partager votre matinée et tout ce que vous allez entendre ce matin, soit sur Twitter, soit sur LinkedIn. Vous avez les @Bishek_FR, @Ofi_France ou sur LinkedIn, @Bishek et @Office français de l'immigration et de l'intégration. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à tout saisir. Ça s'auto-générera quand vous commencerez à taper @Office. Et on va commencer maintenant dans le vif du sujet. Petit focus, du coup, introduction sur Bishek. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait? On porte, nous, essentiellement une conviction très forte. C'est que vos collaborateurs ont le pouvoir de transformer votre organisation. C'est quoi ce pouvoir? C'est finalement le pouvoir de rendre votre entreprise, votre organisation, en l'occurrence la publique, de la rendre plus performante, plus attractive et plus engageante. Comment on le fait? Eh bien, à travers justement un outil, une plateforme technologique en l'occurrence, où on va trouver un certain nombre de modules qui vont permettre justement d'animer l'innovation participative, d'animer l'intelligence collective. Ces différents modules, c'est quoi? C'est un espace social et collaboratif pour proposer des idées, des bonnes pratiques, des projets d'innovation, que ce soit seul ou en équipe, un système justement puissant de récolte, d'analyse et de priorisation de ces initiatives qui sont proposées par les collaborateurs, des outils d'animation comme justement des webinaires, des ateliers Figito, donc une partie en présentiel, une partie digitale, et tout un autre écosystème d'animation qui justement a vocation à stimuler vos collaborateurs, la newsletter, le blog d'actu, etc. Des capsules d'inspiration ou des véritables MOOC, ça fonctionne super bien. On est vraiment sur une logique de faire monter en compétences, d'acculturer, de partager des savoir-faire, soit de manière descendante, soit de manière transversale, soit de manière remontante. Et enfin, des forums de discussion thématiques dans lesquels on peut vraiment à la fois faire remonter des irritants qui peuvent d'ailleurs être l'occasion ensuite de créer des challenges d'innovation ou des moments d'idéation sur des sujets particuliers qui peuvent être remontés par les collaborateurs, des irritants ou des pain points, ou encore bêta-tester des initiatives auprès de certains groupes de personnes. C'est une plateforme plus technologique, mais c'est aussi Bishek, une équipe conseil pluridisciplinaire. On peut accompagner aujourd'hui nos clients sur un certain nombre d'éléments autour du déploiement de la plateforme et donc d'un programme d'innovation participative, soit dans la phase de lancement, dans la phase d'animation dont je viens de vous parler un petit peu, et puis dans la phase de valorisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on valorise les contributions actives, que je sois Innov acteur ou que je sois Innov ambassadeur, c'est-à-dire soutenir la démarche d'innovation participative. J'en profite, puisque j'ai dit le mot innovateur, j'en profite également pour vous parler en une petite minute, même pas, d'Innovacteur, qui est une super association à laquelle nous, on est adhérents et on apprécie beaucoup de travailler à leur côté et de réfléchir avec eux. Innovacteur, c'est une association française. Je vous encourage à regarder sur Internet, pas tout de suite, mais après ce webinaire, pour découvrir. Mais c'est des gens qui sont passionnés par l'innovation participative, c'est des contenus, c'est des événements comme celui-ci en présentiel ou en digital qui ont vraiment vocation à être dans une logique de partage autour des bonnes pratiques et de l'avenir surtout de l'innovation participative en France et à l'international.
Enfin, avant de passer la parole à Julien et à Marie, juste Bishake en quelques chiffres. Bishake, c'est une vingtaine de clients et de références. C'est 4 années d'innovation produit et c'est un petit peu plus de 2 millions d'euros d'investissement justement sur le produit. Je vais du coup donner la parole à Julien et Marie qui, pour info, sont dans la même pièce avec moi. Rapidement, hein, du coup, de l'idée à l'expérimentation. Donc là, Marie et Julien vont vraiment vous partager leur retour d'expérience concernant l'OFI. Vous aurez donc Marie Kulinski d'un côté, qui est la directrice du programme HYPE au sein de l'OFI. L'OFI étant rattachée au ministère de l'Intérieur, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, Julien Mérès, qui est le directeur adjoint à la DSI. Et donc, ils vont vous expliquer comment ils ont mis en place ce programme à l'OFI, quelles ont été les bonnes pratiques, quels ont été les points de réflexion et d'amélioration. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans les chats. On a vraiment envie que ce moment soit un moment d'échange avant tout. Donc, l'objectif, c'est pas d'attendre la fin de leur intervention pour commencer à proposer ou à poser vos questions. Julien, Marie, the floor is yours. Alors, voilà, le Larsen qu'on voulait éviter. C'est bon, on l'a vu. Alors, on va commencer par déjà vous présenter brièvement ce qu'est l'OFI, parce que ça ne parle certainement pas à tout le monde. Donc, je ne sais pas si tu peux avancer peut-être le slide. Je crois que c'est Marie qui l'a. C'est Marie qui l'a? Ouais. Sinon, je reprends la main. Oui, reprends la main, ce sera plus simple. Alors, hop, je reprends la main. Donc, on va essayer de ne pas être trop long sur cette partie, mais donc brièvement, l'OFI, c'est un opérateur de l'État qui est en charge de l'accueil et de l'intégration des étrangers qui séjournent pour la première fois en France, qui viennent soit y travailler ou qui viennent pour des raisons privées ou familiales. Donc, on dépend du ministère de l'Intérieur et on travaille étroitement en collaboration avec les préfectures qui, elles, sont plutôt sur l'aspect régalien, qui attribuent un titre de séjour. Et nous, on est vraiment dans l'accompagnement des personnes. Donc, on a deux missions principales. La première, c'est l'accompagnement des demandeurs d'asile pendant toute leur procédure jusqu'à l'obtention ou non de leur statut de réfugié. On aide le public précaire en fournissant un hébergement si besoin. Donc, pour cela, on pilote tout un dispositif, tout un parc d'hébergement associatif. Et on fournit également une aide financière à ceux qui en ont besoin. Donc, il y a tout un travail d'attribution d'une allocation. Deuxième grande mission, on participe à l'intégration des personnes qui sont amenées à séjourner durablement en France, donc plus d'1 an. Pour cela, on leur fait signer ce qu'on appelle un contrat d'intégration républicaine. Donc, c'est un contrat qu'elles signent avec l'État. Et sur lequel elles s'engagent à respecter les valeurs de la République française et, si elles en ont besoin, d'apprendre le français, donc de suivre tout un dispositif de formation à la langue française. Donc, on les évalue, on les suit tout au long de ce dispositif, on coordonne le dispositif de formation. Et on les oriente également vers des dispositifs d'insertion professionnelle adaptés à leur situation en lien avec Pôle emploi. Et parmi les autres missions de l'établissement, on retrouve le regroupement familial. Donc, sur le regroupement familial, l'OFI est en charge d'instruire les demandes. Concrètement, on vérifie que l'étranger en France qui demande à ce que sa famille vienne le rejoindre en France dispose d'un logement et des ressources suffisantes pour accueillir sa famille. On transmet notre évaluation à la préfecture et sur la base de cette évaluation, la préfecture décide ou non d'attribuer un titre, enfin d'autoriser le regroupement familial de cette famille. On travaille également au retour et à la réinsertion dans leur pays d'origine des personnes étrangères qui souhaitent retourner dans leur pays. Pour ça, on accompagne, alors c'est bien souvent des personnes qui sont en situation de précarité en France. On les aide à retourner dans leur pays en organisant le voyage, en payant les frais de voyage. Et lorsque ces personnes sont porteuses d'un projet, notamment d'un projet de création d'entreprise, par exemple, dans leur pays,
on les aide à prospecter sur le terrain, à monter leur projet et à développer leur entreprise afin que leur retour dans leur pays d'origine soit un succès pour eux et bénéficie également au tissu économique local. Et enfin, une dernière mission assez notable, c'est les étrangers malades. Alors, il faut savoir que la France est un des rares pays au monde qui accorde un droit de séjour aux personnes étrangères qui ont un problème de santé qu'elles ne peuvent pas soigner dans leur pays d'origine en raison du système médical de leur pays. Voilà. Donc, l'OFII dispose d'un conseil de médecins qui va étudier le dossier médical de ces personnes et qui va expertiser la légitimité de la demande au vu de ce qu'on connaît du système de santé dans le pays d'origine. Donc, comme pour le regroupement familial, on transmet du coup notre analyse et notre avis à la préfecture et sur la base de ces éléments, la préfecture va décider ou non d'accorder un titre de séjour. Donc voilà pour les missions. Et donc concrètement, l'OFII, c'est une trentaine de directions territoriales qui sont réparties dans toute la France, donc métropolitaine et dans les DOM. Et c'est également 7 représentations à l'étranger, notamment dans des pays qui ont un fort lien historique avec la France. Donc on va retrouver les pays du Maghreb essentiellement et des pays d'Afrique subsaharienne francophones principalement. Et donc, en termes de masse salariale, l'OFII, c'est à peu près 1400 agents. Donc, voilà pour l'OFII. Concernant notre laboratoire, donc, ces enjeux, ces raisons d'être principales sont toutes centrées autour d'un seul et même objectif, améliorer l'accueil et l'accompagnement des usagers et par symétrie, améliorer les conditions de travail de nos agents. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, ça c'est vraiment un point très important et c'est vraiment le leitmotiv de notre laboratoire d'innovation, cette symétrie des attentions. Donc toutes les idées qui vont émerger du laboratoire ont vocation à répondre à des problématiques de terrain en apportant des solutions qu'on veut innovantes, en tout cas innovantes dans le contexte de l'OFII. Donc c'est un lieu qui se veut identifiable, on travaille beaucoup la marque du laboratoire. Il est ouvert à tous, dès lors qu'on est porteur d'une idée ou qu'on veut contribuer à l'idéation et à l'expérimentation. Il se veut neutre et sans silo, ça c'est également très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion hiérarchique. Comme on aime à le dire, on laisse vraiment la cravate au vestiaire. Chacun est libre de contribuer à n'importe quelle thématique, même si ce n'est pas une thématique de son métier principal. Et surtout, voilà, on veut mettre en place un cadre bienveillant, c'est-à-dire que toutes les idées sont bonnes à prendre et on prône le droit à l'erreur. Donc, c'est à la fois un espace d'échange, de travail, d'expérimentation. Et c'est enfin un lieu et des méthodes qui se veulent faciliter le collectif, la créativité et l'innovation. Donc, notre ambition principale, comme je le disais, c'est vraiment réconcilier l'usager avec l'administration et regagner leur confiance. En fait, la création de ce lab s'inscrit vraiment dans un projet plus global que porte l'OFII. Comme vous le savez sans doute, en 2015, l'Europe et donc la France a subi une vague migratoire très importante. L'OFII a été extrêmement sollicité, bien au-delà de la charge que l'établissement était en mesure d'absorber en temps normal. Et la demande d'asile, notamment, a pris le pas sur toutes les autres activités de l'établissement. Donc, c'est une situation de crise qui a vraiment été source de tension entre l'administration et les usagers. Alors, bien sûr, l'OFII s'est réorganisé, s'est adapté, tant humainement que techniquement, et a continué à mener à bien ses missions. Mais voilà, il persiste quand même, encore aujourd'hui, des traces de cette période. Et donc, l'ambition à l'origine du lab, c'est bien de rétablir et de maintenir entre les agents et les usagers un lien, en permettant aux uns d'avoir des conditions de travail favorables et aux autres d'avoir en retour un service qu'on espère de qualité. Super, merci Julien pour cette présentation des enjeux et de l'ambition du lab qui est très très important hein, dans tout laboratoire d'innovation. C'est vraiment important d'avoir une raison d'être qui soit forte pour pouvoir ensuite décliner en tout cas les activités d'un laboratoire. Je vais vous présenter moi ici ce qu'on considère comme une grande boîte à outils, parce que le laboratoire d'innovation, c'est avant tout une boîte à outils qu'on met à disposition de nos agents et de nos usagers.
Et donc, cette boîte à outils, elle est composée de plusieurs choses. D'abord, c'est une équipe qui se veut pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on a une petite équipe cœur, qui permet de gérer quotidiennement le laboratoire. Et c'est assez important d'avoir une équipe dédiée pour que le laboratoire soit un succès. On a également des collaborateurs sur le terrain qui sont ambassadeurs du laboratoire, ainsi que des intervenants externes qui permettent de nous éclairer, en tout cas sur les bonnes pratiques chez nos homologues, que ce soit à l'étranger ou en France, pour avoir vraiment une variété d'expertise. Le deuxième point, c'est aussi d'avoir un lieu d'échange. Donc aujourd'hui, on y reviendra juste après, mais on a un lieu physique qui permet de mettre en œuvre des méthodes d'animation interactive, donc par le design thinking, par l'UX et par tout autre type de méthode. Il y en a tellement aujourd'hui, avec des formats qui permettent aux participants d'idées, de co-construire. Et ce lieu d'échange permet aussi une réelle diffusion de l'innovation dans, comme l'a dit Julien, un lieu qui est neutre et sans silo surtout, avec l'organisation d'événements assez réguliers autour des sujets d'innovation, qui soient technologiques, organisationnels. On est vraiment sur de l'innovation au sens large. C'est aussi un lieu de recherche et d'ouverture. On le verra juste après dans notre offre de service, mais l'idée, c'est aussi d'avoir de la veille active, qu'elle soit technologique, organisationnelle, et qu'elle soit publique ou privée, parce qu'il y a des bonnes idées à prendre partout. Et le dernier point, c'est que ça soit un espace d'expérimentation qui permet d'accélérer en fait la mise en œuvre des projets et qui permet de trouver rapidement de nouvelles solutions avant de passer à l'échelle certaines expérimentations. Julien, Marie, il y a deux questions qui se rejoignent. Combien de personnes forment l'équipe cœur et quel est le profil des personnes qui composent l'équipe cœur? Alors, l'équipe cœur, du coup, on peut peut-être un petit peu avancer dans la présentation. Il y a un slide, voilà, juste tout le monde le voit. Donc, l'équipe cœur, c'est une petite équipe qui est par rapport aux moyens de l'OFI. Donc, c'est à peu près 3 personnes, on va dire. Donc, c'est un ETP, un équivalent temps plein sur le pilotage du dispositif, donc qui va piloter le déploiement du lab, parce que c'est un lab qui est encore assez récent et qui monte en puissance, qui va piloter toutes les activités du lab et qui va suivre et consolider les indicateurs opérationnels du lab. C'est également un ETP dédié à l'animation, la communication, le développement de la marque du lab. Donc ça, c'est un profil qui va avoir une double casquette, communication et technique d'animation, d'idéation. Et en termes de réalisation des activités, le lab s'appuie sur une équipe de chefs de projet qui n'est pas inhérente à l'équipe cœur, mais qui va travailler à côté du lab et qui va apporter ses services quand besoin. Donc, on va avoir 0,2 ETP sur tout ce qui est acculturation des agents avec l'organisation de webinaires, de formations, etc. À peu près le même nombre de TP sur tout ce qui est veille et prospection, conduite d'études. Et pour chacune des idées qui va aboutir à une expérimentation, on va attribuer un chef de projet, à peu près 25% de son temps de travail, là aussi, qui va non pas remplacer le porteur de l'idée, mais en tout cas l'accompagner sur toute l'organisation de l'expérimentation et le pilotage du projet. Voilà. Donc, je reviens maintenant peut-être à l'offre de service qui va permettre un peu de mettre en perspective ce qu'on fait concrètement aujourd'hui dans le laboratoire d'innovation. Donc, on a une offre de service qui se décompose en 4 briques. Donc, dans un premier temps, c'est l'accompagnement à l'idéation. Comme on le disait, aujourd'hui, les agents et les usagers, il faut pouvoir leur permettre d'idéer facilement. Et donc, pour cela, on utilise plein de techniques d'innovation, donc le design thinking, l'UX, comme je disais précédemment. Et donc, via ces ateliers et via aussi la plateforme de BeShake, on va permettre aux agents d'idéer facilement et d'idéer aussi là où ils pourraient penser qu'ils ne puissent pas le faire. On a aussi souvent des agents qui pensent qu'ils n'ont pas d'idées. Et en fait, via ces techniques, on va leur permettre d'avoir des idées. Et on vous donnera des exemples concrets tout à l'heure, mais c'est parfois assez bluffant.
Donc, la deuxième brique, c'est l'acculturation à l'innovation. On est quand même dans une administration publique où on doit acculturer nos agents à ce qu'est l'innovation, ce qu'elle n'est pas aussi, ce qu'elle recouvre. Et donc, pour cela, on organise des événements, on met en place des communications qui permettent d'acculturer les agents de façon globale à l'innovation et à l'innovation publique. Donc, la troisième brique, c'est, on en a parlé juste avant, donc la veille. On fait régulièrement des benchmarks, des études qui permettent en fait d'ouvrir un peu nos chakras sur d'autres perspectives. Et donc, on réalise des veilles, des benchmarks à la fois sur des outils qui peuvent être innovants, mais aussi sur des organisations, des nouveaux services, ou d'autres administrations qui nous permettent de recenser des bonnes pratiques. Donc, l'idée, c'est pas forcément de les dupliquer si c'est pas duplicable à notre organisation, mais c'est de s'inspirer. Voilà, l'inspiration est aussi très importante. Et donc, la quatrième brique, c'est le prototypage / la co-conception / l'expérimentation. Ça répond bien à l'idéation parce qu'il y a vraiment un fil conducteur. Si on accompagne les agents et les usagers à idéer, bien sûr, il faut aussi les accompagner de bout en bout. Et donc, on les accompagne à prototyper, donc à rendre viable cette idée, à la maqueter, à la rendre très concrète et à passer à une expérimentation pour voir si l'idée peut se mettre en œuvre sur le terrain ou pas. Et donc, sur cette base de ces 4 briques de l'offre de service, donc on a vraiment une phase qui est aujourd'hui de lancement. Hein, on est vraiment dans la phase de lancement aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important de découper. Donc là, on l'a fait sur 3 ans, mais d'avoir un objectif sur 3 ans. Et de ne pas essayer de tout faire en même temps parce que on risque d'être submergé et de ne pas mettre en œuvre les choses. Donc là, la phase de lancement, ça a vraiment été de se concentrer sur les agents de l'OFI. Donc de les faire adhérer tout simplement au laboratoire. La phase d'accélération, ça va nous permettre, une fois que les agents sont bien impliqués dans le laboratoire d'innovation, d'impliquer également nos usagers dans des phases d'idéation et de co-conception. Et la phase de maturation, donc c'est vraiment la 3e étape et la dernière étape, c'est qu'une fois que les usagers et les agents sont impliqués, on va ouvrir un écosystème un peu plus large, même si on le fait déjà aujourd'hui, mais vraiment d'accélérer sur le partage avec des partenaires, avec d'autres administrations publiques, avec des entreprises privées, pour idéer tous ensemble, donc avec les agents, les usagers et les partenaires. Donc, je vais passer à la main à Julien maintenant peut-être sur la sélection des idées, vu qu'on a déjà parlé de l'équipe cœur. Oui, tout à fait. Donc, on a mis en place un dispositif de sélection des idées qui se veut un peu hybride entre une approche totalement top-down, qui pour nous est totalement à proscrire et qui irait à l'encontre des ambitions du lab, et une approche totalement bottom-up vers laquelle on tend tout de même. Donc, concrètement, les idées, elles sont remontées par les agents de terrain. C'est également les agents qui vont les prioriser et qui vont être amenés à se prononcer de façon collégiale sur les idées de leurs collègues. Et ensuite, le passage à l'expérimentation, il est validé par un comité pluridisciplinaire, dont on va détailler la composition, qui regroupe à la fois des sponsors et des représentants du terrain. Et enfin, après l'expérimentation, si celle-ci est concluante, ça va être ce même comité qui va arbitrer sur la généralisation de la solution, cette fois-ci plus en mode projet industrialisé, avec cette fois-ci une direction métier qui va piloter le projet. Et donc, on a le fameux comité dont je parlais, qui est composé d'un sponsorship donc très important, très fort et très impliqué. Et ça, c'est vraiment un point important. Donc, à l'OFI, concrètement, ça va être la secrétaire générale de l'établissement
ça va être un sponsor assez haut placé au sein du ministère de l'Intérieur et ça va être le directeur des systèmes d'information de l'OFII. Et donc ça, c'est le point important parce que c'est vraiment le sponsor qui, en tout cas, nous, dans notre phase de lancement, assure l'engagement des collaborateurs et donne une certaine légitimité à ce laboratoire d'innovation. En termes de promotion de projet, ils sont très présents. Ils créent une dynamique et c'est aussi un accélérateur qui va lever les freins que peuvent parfois placer on va dire le management intermédiaire qui va parfois avoir tendance à cloisonner un peu et à limiter la parole des agents. Et donc, c'est vraiment cette position hiérarchique assez élevée au sein de l'établissement qui porte le lab et qui va du coup libérer les agents de ces freins et les inciter vraiment à exprimer des idées et à expérimenter. Donc, c'est également l'équipe cœur du lab qui participe au comité de gouvernance, donc toute l'équipe qu'on a présentée tout à l'heure. Et on va avoir des invités ponctuels qui vont représenter les directions métiers, le terrain ou le ministère de tutelle et qui vont participer aux instances et suivre les expérimentations. Alors, pour vous donner des exemples très concrets des outils qu'on peut utiliser aujourd'hui, on vous a mis un petit exemple d'un recueil de bonnes pratiques qu'on a réalisé en 2020 maintenant, qui a vraiment été un outil d'ouverture et d'inspiration pour nous au début au premier pas du laboratoire en fait. On a en effet réalisé un gros benchmark, donc un recueil de bonnes pratiques qui colle vraiment à la raison d'être du laboratoire aujourd'hui, puisque c'était à la fois sur comment améliorer l'accueil des usagers et comment, par symétrie des attentions, améliorer le quotidien des agents, le travail quotidien des agents. Et donc, ce recueil de bonnes pratiques a été mené dans 10 administrations à la fois publiques en France et à l'étranger. Donc, on vous a mis ici les administrations qu'on a pu interviewer. Donc, c'était, je me souviens, au tout début du Covid. Donc, ça s'est fait à distance. Alors, on aurait bien aimé partir à l'étranger, mais on l'a fait plutôt à distance. Ça a super bien marché. Et en fait, ce premier benchmark a permis en fait la création d'un premier écosystème national et international, puisqu'on garde aujourd'hui des liens avec les personnes qu'on a interviewées. Et donc à l'étranger, c'est assez intéressant aussi, puisque on a vraiment échangé avec nos homologues, donc vraiment des administrations qui font exactement la même chose que nous. Et on a pu voir qu'on partageait les mêmes problématiques et que certaines idées et solutions avaient été mises en place dans d'autres administrations. Donc c'était vraiment intéressant et ça a été l'un des points de départ aussi du laboratoire d'innovation. Donc sur la méthode, nous on couple régulièrement deux méthodes qui est en fait l'UX, donc la user experience, et l'intelligence collective, donc via le design thinking surtout, qui sont pour nous de véritables moteurs de l'engagement. Alors dans l'UX, on utilise surtout la partie UX research, donc c'est vraiment aller sur le terrain, être auprès des agents et des usagers pour comprendre leur travail et surtout pour comprendre leur travail et leurs irritants en toute neutralité. Donc, c'est vraiment la plus-value aujourd'hui de l'UX Research, c'est d'être sur le terrain, de montrer qu'on est là et d'être dans une observation en toute neutralité. Donc, il y a différentes techniques, effectivement, ce qu'on appelle le shadowing. Donc là, on va sur le terrain, on ne se montre pas, on ne parle pas et on observe uniquement. Ça permet aussi la construction de personas, à la fois agents et usagers, qui permettent de bien connaître à la fois le public cible, mais aussi d'identifier leurs irritants, leur façon de vivre dans la vie de tous les jours. On couple aussi ça avec des entretiens, qu'ils soient individuels ou en groupe, et on fait régulièrement du testing sur le terrain. Donc, une fois qu'on a une solution, une maquette, et même quand potentiellement un outil ou un service est en production, on le teste régulièrement en mode amélioration continue.
On fait également des sondages qui permettent aussi d'alimenter cette amélioration continue et on améliore au fur et à mesure et on refait tester sur le terrain. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle une démarche d'aller vers, pour le coup, qui est une thématique en vogue aujourd'hui dans l'administration publique, mais qui est super importante pour vraiment coller aux besoins du terrain aujourd'hui. Donc, on couple donc aujourd'hui l'UX Research avec l'idéation et les techniques de design thinking et de game storming aujourd'hui. Donc, grâce à plusieurs choses. Aujourd'hui, donc sur la plateforme BeShake, on peut idéer au fil de l'eau. Donc, il y a un module dédié à cela et c'est super parce que ça permet aux agents d'idéer très rapidement. Donc, s'ils n'ont pas trop le temps, ils peuvent poster leur idée assez rapidement et c'est vraiment une plus-value aujourd'hui pour eux parce qu'on a des agents qui ont aussi du travail et dès qu'ils ont une idée, hop, ils peuvent le mettre sur la plateforme et donc ça fait une idéation au fil de l'eau et tout au long de l'année. On fait également des challenges thématiques sur la plateforme ou en présentiel qui permettent en fait d'alimenter une thématique que nous, on pourrait avoir au siège. Donc là, c'est vraiment le contre-pied de l'idéation au fil de l'eau. Mais en tout cas, les deux alimentent l'idéation globale. Et bien sûr, on fait de l'idéation via des ateliers d'idéation en physique, puisque vous le verrez juste après, on a un lieu physique qui est dédié à cela. Et enfin, donc la troisième brique, c'est vraiment la co-construction. Donc une fois qu'on a idéé, on n'oublie pas de co-construire avec les agents et avec les usagers. Donc là, pareil, on utilise beaucoup les techniques de co-construction. Il y en a énormément. Et on prototype, en tout cas, les solutions imaginées. Donc, il y a énormément aussi de possibilités de prototypage et on fait ce qu'on appelle des POC ou des MVP pour permettre ensuite de tester sur des périodes généralement d'environ 3 mois la solution et voir si on peut la mettre à l'échelle ou si on doit changer quelque chose pour recommencer un nouveau POC. Donc voilà, maintenant qu'on a présenté en quelques mots donc le socle, en tout cas, du laboratoire d'innovation, on voulait réaliser avec vous un petit sondage pour vous demander en 2-3 mots si vous pouviez nous dire quelles sont pour vous les bonnes pratiques que vous avez identifiées pour engager vos propres collaborateurs dans une démarche d'innovation participative. Donc, l'idée, c'est qu'en 2 ou 3 mots dans le chat, vous nous disiez ce que vous pensez et ensuite, on vous partagera quelques bonnes pratiques que nous, on a également. Ne soyez pas timide, c'est en mode brainstorm. Hein. Oui. Valorisation, ambassadeur, intéressant. Ah, parler avec le cœur, c'est magnifique. Ouais. Vous avez plein d'idées, c'est vraiment génial. Allez, encore quelques secondes et on va vous révéler, vous en avez déjà noté, c'est super. On va vous révéler, nous, les quelques points qu'on a notés également de notre côté, de par notre petite expérience en la matière. Ouais, je pense qu'il y en a pas plus. Super. Pardon.
Allez, on dévoile. Bah, du coup, vous l'avez noté, je pense que l'un des points très importants, c'est d'avoir un sponsorship fort. En tout cas, ça aide vraiment, comme le disait Julien tout à l'heure, un sponsor qui croit au projet et qui le fait savoir surtout. Donc, on a le côté communication aussi au plus haut niveau, rend ce projet en fait important et surtout sérieux aux yeux de nos agents. Parce que l'un des irritants forts qu'on peut rencontrer en tant qu'équipe cœur d'un laboratoire d'innovation, c'est qu'on prenne un laboratoire d'innovation pour un lieu de jeu. Et c'est pas du tout le cas. Et il faut montrer effectivement que ce n'est pas un jeu. Alors, on peut jouer et avoir des résultats très probants et avoir un vrai travail derrière. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Et avoir un sponsorship qui le dit et qui le montre, c'est très important. Donc nous, comme le disait Julien, on a la secrétaire générale de l'OFI qui est un très gros sponsor. Et c'est vraiment important pour nous et ça nous aide énormément. Le deuxième point, c'est effectivement une communication qui est incitative et régulière. Donc, vous le disiez aussi dans le chat, la communication, c'est super important. Quand je dis incitative, c'est permettre en fait aux agents et plus tard aux usagers d'idéer et de participer. Donc, nous, ce qu'on fait régulièrement, c'est que, par exemple, on utilise de la communication mail, mais pour renvoyer sur la plateforme de BeShake. En fait, ça permet aux agents qui voient leur mail le matin, donc on fait une petite communication vers 9h. On sait que tous les agents vont être sur leur boîte mail pour dépiler les premiers mails de la journée. Hop, on pousse une communication très simple qui renvoie en fait vers la plateforme. C'est important aussi d'avoir de la régularité pour ne pas penser qu'on a des pushes comme ça d'informations, mais qui ne servent à rien. Il faut montrer que ça marche surtout, qu'il y a une constante. Vous l'avez noté aussi et bravo parce que la transparence et la visibilité, c'est aussi important. Nous, en termes de transparence, ce qu'on fait donc via le fameux comité de gouvernance qu'on vous a présenté, c'est que on est vraiment très transparent sur la façon aujourd'hui dont on sélectionne les idées. Donc, il y a vraiment des indicateurs très objectifs qui nous permettent de sélectionner ces idées. Donc, à la fois la mesure de l'impact, de la faisabilité, voir si l'idée colle avec la stratégie de l'établissement aussi, voir s'il y a un budget conséquent ou non à allouer à cette idée. Et on priorise aussi en fonction de tous ces indicateurs. Donc, tous les agents qui poussent des idées aujourd'hui sont au courant que ce sont ces indicateurs qu'on utilise aujourd'hui. Et on publie ensuite en toute transparence les résultats du comité. Donc, à la fois, on le partage aux porteurs de l'idée, mais on le partage aussi à tous les agents qui peuvent voir le résultat donné à l'idée. Et transparence et visibilité aussi sur l'avancement des projets et sur les passages en expérimentation, ainsi que sur les expérimentations qui sont en cours. Parce que si on ne communique pas régulièrement sur ce qui se passe et sur comment avance le projet, on peut finalement se retrouver avec des communications tous les 3 à 6 mois et finalement ça fait flop parce qu'il n'y a pas assez de communication et les agents ne voient pas la véritable avancée des projets. Et ensuite, de l'action forcément et des premiers résultats puisque il faut avoir de la réactivité et co-construire avec les agents sur le terrain. Mais c'est aussi important d'avoir des quick wins parce que il faut montrer au tout début, surtout d'un laboratoire, que ça fonctionne, qu'il y a des premiers résultats. On parle beaucoup du droit à l'erreur, c'est vrai, mais avoir des petits quick wins qui permettent en fait de montrer que cette façon de travailler fonctionne, c'est aussi important. Et en tout cas, les premières réussites permettent vraiment de légitimer la démarche aujourd'hui. Voilà, donc le lab, concrètement, c'est un duo entre un lieu physique incarné et une plateforme numérique, BeShake en l'occurrence, comme on le disait dans le chat, pour toucher le plus grand nombre. Donc le lieu physique, ce sont des locaux de l'OFI qui étaient initialement dédiés à d'autres activités et qui ont été récupérés pour le lab. Ce sont des locaux à Paris, mais qui sont excentrés des autres structures de l'établissement et notamment du siège. L'idée, en fait, c'est que lorsqu'on s'y rend, on n'est plus vraiment à l'OFI, de par l'ambiance qui y règne et de par la localisation géographique. Donc, on est vraiment éloigné, coupé de son quotidien professionnel.
Il est constitué de 2 espaces. Un espace Fab Lab qui est dédié au prototypage. C'est une salle modulaire de par son mobilier. Et un espace un peu plus hybride qui va être, lui, dédié à l'échange collaboratif, à l'idéation, au pitch d'idées. Voilà. Et donc, en parallèle, et ça, c'est vraiment un point important au sein de notre lab, notamment en cette période de crise sanitaire, on a cette plateforme d'idéation dématérialisée qui permet donc de toucher tous les agents, qui permet aux agents de partager des idées, ça c'est vraiment le point le plus important, que ce soit des idées au fil de l'eau ou alors des idées au sein de challenges thématiques qu'on aura lancés pour traiter d'un problème en particulier qui est prégnant au sein de l'établissement. Les agents échangent entre eux en totale liberté sur les échanges, ils vont liker sur les idées, pardon, ils vont liker les idées, ils vont les commenter, ils vont même commencer à constituer des groupes de travail autour de l'idée. Et on se sert également de cette plateforme, bien évidemment, pour apporter toute la communication autour du laboratoire. Donc maintenant, pour vous présenter quelques idées d'ateliers qu'on a mis en place au tout début du laboratoire. Alors, il y en aura d'autres parce que la semaine prochaine, on anime 2 ateliers avec d'autres techniques. Mais je pense qu'il y a 2-3 techniques que vous connaissez peut-être déjà. Donc, sur le déroulement des ateliers, on a fait donc en 2020 des premiers ateliers avec à la fois donc sur 2 demi-journées une phase immersive, en fait, où on partage l'expérience, où on partage nos problématiques et nos irritants actuels avec les agents. Donc, vraiment, c'est la phase où on part des problématiques et des irritants de terrain. On est beaucoup aujourd'hui au sein de l'OFI dans une innovation qu'on appelle incrémentale, un peu moins dans une innovation de rupture, mais je pense que c'est important au tout début d'un laboratoire d'innovation de partir des irritants. Et une fois qu'il n'y en a plus, on passe sur l'innovation de rupture qui permet en fait d'idées sans partir d'irritants, c'est possible aussi. Donc, on passe ensuite à la phase vraiment d'idéation où on permet aux agents de générer un maximum d'idées pour imaginer les expérimentations de demain, donc sur les parcours agents et usagers. Donc, l'idéation, elle se fait vraiment de façon spontanée, ce qu'on appelle en divergence, vraiment tout sortir d'un coup. Et ensuite, on passe au moment de la convergence, donc de la priorisation, et on sélectionne les idées principales. Donc ça, la priorisation, c'est aussi les agents, les participants d'un atelier qui le font. Donc, ils sélectionnent les idées qu'ils pensent les plus urgentes, les plus pertinentes, et ils en détaillent en fait la promesse. Et ils commencent à imaginer le fonctionnement et les bénéfices d'une telle idée. Et ensuite, on passe à la dernière phase qui est le prototypage, voire même dans ce type d'atelier, on appelle ça plutôt prétotypage parce que c'est difficile de faire un proto très clair dans un laps aussi court de temps. Mais le prétotypage permet, via des petits outils, de déjà imaginer un premier résultat concret de l'idée qu'on vient d'imaginer. Donc, dans les techniques d'animation qu'on peut utiliser, donc il y a le célèbre tous dans le même bateau, qui est vraiment très très intéressant à utiliser pour des premiers ateliers, car très facile à mettre en œuvre. Donc là, c'est comme vous le voyez, un petit bateau qui permet en fait aux agents d'y mettre sur une thématique donnée ou pas d'ailleurs, pour permettre une idéation plus globale, leur vent favorable, donc sur leur activité, sur l'accueil des usagers, sur leur travail quotidien, donc ce qui marche aujourd'hui, ce sont les vents favorables, et les ancres en dessous, donc là c'est vraiment les irritants. Et nous on avait travaillé vraiment sur 4 grandes thématiques dans ces premiers ateliers, donc c'était vraiment sur les procédures de façon globale et l'écosystème des agents, puisque vous le savez, Julien l'a dit, il y a énormément d'acteurs autour de l'OFI et on travaille avec énormément d'administration sur les procédures. La partie outils, donc là plutôt outillage numérique, mais pas que, ça peut être d'autres types d'outils. Une troisième thématique sur les méthodes et l'environnement de travail au global. Et la quatrième rubrique, c'était la relation usagée. Donc ça a vraiment donné de très bons résultats. C'est l'un des tout premiers ateliers qu'on a fait. Et donc, l'atelier numéro 2 dans ce sprint d'atelier, c'était de transformer ces irritants en idées. Parce que c'est aussi important de ne pas rester sur des irritants. Comme on est dans une co-construction,
Il suffit pas de donner des irritants et de dire, voilà, c'est l'équipe cœur du lab qui va faire. Non, il faut essayer d'idéer et de se projeter tout de suite sur autre chose. Et donc, la petite fiche, le nom de mon idée, et on détaille ensuite qu'est-ce que c'est mon idée aujourd'hui, à qui cela s'adresse, comment ça va marcher et quels sont les bénéfices, permettent en fait de donner un cadre à son idée, de partager avec les autres participants son idée et de la rendre plus claire. Et ensuite, via ces fiches, on a sélectionné avec les agents les 3 idées prioritaires. Et on a rempli la petite fiche sur le mur qui permet d'avoir une trace aussi de cet atelier. C'est important aussi d'avoir des livrables finalement physiques qui permet d'avoir un résultat visuel et ça nous aide beaucoup ensuite pour garder ces petites fiches, les mettre dans notre laboratoire d'innovation physique pour toujours se rappeler ce qu'on a pu faire avant. Et ensuite, donc l'atelier numéro 3 dans ce sprint d'idéation, ça a été de concrétiser ces idées. Alors pour cela, plusieurs outils qu'on peut vous partager. La Pitchbox qui est très très intéressante, qui permet en fait de raconter son projet grâce à un petit cube qui permet de structurer la parole, hein, on est vraiment sur l'élévateur pitch là finalement, et qui permet étape par étape d'illustrer son projet et d'en démontrer l'intérêt pour les utilisateurs. Donc ça, c'est un outil qui est achetable et qui est disponible sur le marché. Donc retenez bien la Pitchbox, c'est super intéressant et ça marche beaucoup. L'AppMaker également, donc là, on est plus centré sur une idée qui serait plutôt une application mobile ou même une application web. Donc, c'est vraiment pareil, un petit carnet avec plein de petits post-it à l'intérieur qui permettent finalement de créer sa propre application en quelques minutes. Et donc, les agents, s'ils avaient imaginé une application, pouvaient poser les bonnes questions, voir le but, la cible et surtout les grandes fonctionnalités d'une telle application. Et enfin, on connaît tous le fameux Lego qui permet là, je pense, de plus prototyper des idées qui peuvent être sur des idées d'organisation ou de service, voire même d'architecture hein, de façon globale. On peut aussi prototyper des produits. Et donc, ça marche aussi pas mal. Donc, on avait vraiment mis à disposition ces 3 outils de prototypage et les agents ont pu choisir eux-mêmes ce qui correspondait le mieux à leurs idées. Donc, je vais laisser la parole à Julien qui va vous présenter maintenant les quelques idées qui ont été passées en expérimentation au travers des ateliers que je vous ai présentés. Ouais, donc on vous a vraiment sélectionné 3 idées, 3 expérimentations qui ont été issues de cette phase et c'est vraiment les 3 premières expérimentations qu'on a mis en œuvre au sein du lab. Donc la première, c'est une idée de traduction instantanée qui a été amenée par un groupe en fait d'agents porteurs de l'idée qui sont arrivés avec l'irritant et également avec une idée de solution qu'ils ont exposée au laboratoire d'innovation et donc on les a aidés à mettre en œuvre cette expérimentation. Donc concrètement, l'irritant de base pour ces agents, c'est que l'OFI a majoritairement affaire à un public qui ne parle pas du tout le français et qui bien souvent ne parle pas l'anglais ou une langue assez usuelle que maîtriseraient nos agents. Donc on fait énormément appel à de l'interprétariat téléphonique, même pour des interactions très simples à l'accueil du bâtiment, ce genre de choses. Or, le temps d'attente pour accéder à un interprète dans certaines langues, ça peut être très long, donc c'est pas du tout adapté lorsqu'on n'est pas dans le contexte d'un entretien très formel, dans une salle en face à face. Donc l'idée du porteur, c'était de s'inspirer des outils de traduction qu'on connaît tous, hein, Google, etc. Donc qui peuvent faire aujourd'hui de la traduction en speech-to-speech, mais en les améliorant pour que d'une part, ces outils ils proposent déjà des phrases qui seraient préenregistrées et des phrases vraiment contextualisées au métier de l'agent, avec parfois du vocabulaire assez précis dans le domaine de l'activité de l'agent qui pourrait être mal traduit par ces traducteurs. Et également de disposer d'une interface très simplifiée qui pourrait exposer sur une tablette ou sur un téléphone à l'usager
et qui permettrait à l'usager qui vraiment est en grande difficulté pour communiquer et qui parfois ne sait pas lire, tout simplement, de pouvoir, par le jeu de petits icônes, de petits drapeaux, indiquer, faire comprendre à l'agent qui est en face de lui de quel pays il vient et dans quelle langue il parle. Et donc ensuite, d'activer l'interaction de traduction instantanée. Donc là, on a fait une première expérimentation au sein justement des structures, des agents qui avaient porté l'idée. Ça a été un fail fast, pour reprendre l'expression de Nicolas sur le chat, à l'opposé du quick win, effectivement. Pourquoi ça a été un échec? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte qu'en termes de... Alors, c'était pendant la crise sanitaire, donc les interactions, les déplacements sur le terrain étaient très compliqués. On s'est rendu compte que la prise en main de l'outil par les agents et le fait d'adapter sa façon de parler pour que l'outil retranscrive bien ce qu'on dit, c'est-à-dire parler lentement, faire des phrases simples et courtes, etc., n'avait pas forcément bien été appréhendé par les agents. Donc du coup, ça a généré plus de temps, plus de frustration et de temps qu'autre chose sur le terrain, et les agents se sont vite lassés en fait de cette expérimentation, et ça a été un petit échec. Donc du coup, nous, on est arrivé derrière, on a repris l'idée, déjà on a essayé d'analyser le pourquoi de cet échec-là, et en fait, on a trouvé d'autres cas d'usage en dehors de ces structures-là pour tenter une deuxième expérimentation. Et donc on a tenté une deuxième expérimentation au sein des aéroports de Roissy et d'Orly, en région parisienne, où là aussi, on a des agents qui vont aider en fait les personnes étrangères qui arrivent en France et qui ont une relation avec l'OFII ou qui veulent partir de France et rentrer dans leur pays, comme je l'expliquais au tout début. Et là, dans le contexte de l'aéroport, dans l'urgence de l'enregistrement des bagages, etc., où il fallait vraiment de la réactivité, et souvent ces personnes-là, ils n'ont jamais pris l'avion, donc il faut un peu leur expliquer comment ça fonctionne dans un aéroport. Et là, ça s'est bien passé. Donc ça a été un petit succès. Et donc aujourd'hui, c'est une solution qu'on essaye de déployer, de développer un peu plus au sein de l'OFII. La deuxième expérimentation, c'est le traitement automatisé des mails entrants et sortants. Donc là, ce sont des agents qui sont arrivés avec un irritant, mais qui n'avaient pas forcément une idée de solution. Enfin, ils avaient une idée dans le sens où concrètement, ils reçoivent beaucoup de mails tous les jours. Tous les matins, ils passent un temps fou en fait à trier tous les mails qu'ils reçoivent de la part du public. Souvent, c'est des mails qui, en plus, ne sont pas rédigés en français, donc faut les traduire. La traduction, elle n'est pas forcément très fiable. Et donc, c'est vraiment une tâche très chronophage. Donc, ils avaient un embryon d'idée qui était, moi, j'aimerais bien que ces mails-là, ils soient traités... on nous aide à les traiter, ils soient traités un peu de façon automatique, entre guillemets. Par contre, ils n'avaient pas idée des techniques et des technologies qui existaient là-dessus. Donc là, on a fait un benchmark de notre côté, on les a associés bien évidemment à ce benchmark-là, et on a trouvé différentes solutions de gestion des flux, de la communication multicanaux. Donc on a trouvé un outil qui répondait à leurs besoins, qui permet du coup d'analyser toutes les communications entrantes, qui permet donc d'analyser le texte, de le traduire éventuellement, de l'orienter en fonction de la thématique identifiée vers le bon service ou le bon groupe d'agents, voire même parfois vers un agent qui connaîtrait la langue dans laquelle a été rédigé le mail. Ça peut être intéressant pour répondre. Qui permet, quand c'est possible, quand il n'y a pas besoin d'une interaction humaine pour prendre une décision sur le dossier, par exemple, de répondre tout simplement de façon automatique et ainsi de libérer du temps aux agents. Donc sur cette partie-là, l'équipe cœur du lab, elle a vraiment accompagné sur le benchmark, accompagné sur la contractualisation avec l'éditeur, parce que ça aussi, c'est un métier, et à aider au déploiement technique de la solution. Et donc là, l'expérimentation, elle est en cours dans une structure de l'OFII qui est à Lyon depuis le mois d'octobre, et on espère des retours courant janvier ou courant février sur cette expérimentation. Et enfin, la troisième expérimentation, alors là, on n'est pas dans de l'idéation spontanée, c'était dans le cadre donc d'une veille technologique qu'on faisait et de la culturation qu'on faisait auprès des agents, où on leur a exposé différentes solutions technologiques qui existaient, une espèce de boîte à outils dans laquelle ils pouvaient éventuellement piocher. Et sur la base de ces solutions techniques, en fait,
Les agents s'en sont inspirés, s'en sont imprégnés et ont trouvé d'eux-mêmes des cas d'usage et des gains potentiels qu'ils pouvaient obtenir en utilisant les solutions qu'on leur proposait. Donc là, en l'occurrence, le premier cas d'usage qui a été trouvé, c'est concernant un métier très spécifique qui est donc la fourniture d'une allocation aux demandeurs d'asile, une allocation financière, pour laquelle il y a toute une chaîne de contrôle comptable un peu lourde qui était déjà en partie automatisée, mais pour laquelle il restait encore des actions humaines assez chronophages et pas très valorisantes intellectuellement, on va dire. Des contrôles assez bêtes qui étaient encore effectués. Et donc là, on les a aidés à mettre en place un outil de robotisation de ces tâches-là et l'interaction avec du coup les agents pour reporter sur un robot et non plus sur un humain ces tâches-là qui n'étaient pas très intéressantes pour les agents. Donc, on les a aidés en mettant déjà, premièrement, à plat leur processus, en identifiant les tâches qui pouvaient être automatisées, et on les a accompagnés dans le pilotage de la mise en expérimentation. Donc voilà, pour finir cette présentation, on voulait aussi vous présenter de nouvelles idées qui ont été proposées par les agents aujourd'hui, puisque notre premier comité de sélection s'est tenu en septembre, donc c'est assez récent. Et donc, suite à ce dernier comité, on a aussi de nouvelles idées qui ont été validées par le comité et qui vont pouvoir être mises en expérimentation prochainement. Donc, on tenait à vous les partager parce que c'est vrai que les 3 premières expérimentations étaient très SI, mais on voulait aussi vous montrer qu'il y avait des possibilités d'idéation beaucoup plus RH ou beaucoup plus organisationnelles qui étaient aussi poussées par les agents et qui avaient un vrai besoin de ce côté-là. Donc, la première idée qui a été poussée et validée par le comité, c'est ce que l'agent porteur de l'idée a appelé « On a échangé nos agents ». Donc, on a beaucoup aimé le titre. L'idée, c'est de proposer vraiment des vies ma vie aux agents. Donc, à la fois entre les agents du siège et les agents dans les directions territoriales pour vraiment comprendre le métier de l'autre et améliorer les échanges. Mais ça peut se faire aussi dans un échange de bonnes pratiques entre directions territoriales, par exemple la direction de Lille avec la direction de Marseille, donc voir comment ils travaillent et voir si sur des mêmes thématiques, ils utilisent la même organisation, par exemple. Donc ça, c'est une idée qui a été validée. C'est aussi une idée où l'agent proposait d'améliorer la prise de poste des agents. Donc, en créant vraiment des fiches process qui soient simples, claires, opérationnelles et qui évitent en fait la perte de connaissances qui est due parfois à un simple transfert de connaissances qui soit à l'oral et vraiment quelque chose de très vulgarisé pour que les nouveaux arrivants puissent prendre en main très facilement et très opérationnellement leur sujet. Un gros sujet aussi dans l'administration publique qui a été poussé, c'est la simplification des documents administratifs. Donc ça, c'est un très, très gros sujet qui, je pense, parle à beaucoup d'administrations. Donc l'idée, c'est que à la fois sur les documents papier, sur nos sites internet, sur nos portails usagers, mais à la fois sur nos infographies, nos communications en général avec l'usager, on simplifie le wording, on bannit les termes qui sont jargonneux et on essaye de les remplacer par des mots plus simples et plus compréhensibles pour l'usager. Donc ça, c'est vraiment une thématique qui nous tient à cœur et on fait aussi énormément de tests usagers sur le terrain, sur des contenus et c'est vraiment très, très bien parce qu'en fait, on se rend compte parfois que nous, en tant que Français, on pense qu'un mot est très simple et en fait, quand on a un étranger qui vient d'apprendre le français devant nous, on se rend compte qu'en fait, le terme est pas du tout simple. Donc, ça nous permet aussi d'améliorer notre communication écrite et aussi orale d'ailleurs sur ce sujet. Une autre idée qui a été poussée, c'est d'améliorer la collaboration inter-administration. Donc là, pour le coup, pour vous expliquer vraiment ce qu'il y a derrière cette idée, c'est que entre l'OFII et les préfectures, on a aussi parfois des envois papier qui sont toujours présents et qu'on aimerait éradiquer. Et en fait, on aimerait diminuer en tout cas ces envois de dossiers papier et par courrier parce que ça peut aussi
engendrer des problématiques de réception de courrier. Et donc, on essaie au maximum d'ouvrir en fait notre récit directement à l'administration concernée, ce qui permet d'éradiquer le papier et d'avoir directement et en temps réel soit les documents, soit les informations sur le SI partagé. Avant-dernière idée qui a été poussée, mais il y en avait d'autres effectivement, c'était d'optimiser la signature des documents par les usagers. Donc ça, vraiment une problématique qui est aujourd'hui partagée par beaucoup d'administrations aujourd'hui, je pense, en simplifiant le processus de signature sur le terrain. Donc vraiment aider les usagers à signer sur une tablette et à permettre à l'agent de ne pas faire des allers-retours à la photocopieuse pour scanner le document qui a été signé par l'usager, l'enregistrer sur son bureau et ensuite le mettre dans une gestion électronique des documents dans un SI particulier. Là, l'idée, c'est vraiment de faire signer l'usager directement sur une tablette et que le document signé soit directement mis en GED automatiquement. Donc là, c'est vraiment une bonne idée qui illustre très bien la symétrie des attentions, donc à la fois pour l'usager et pour l'agent. Et enfin, la dernière idée qu'on voulait vous partager et qui rejoint un peu la simplification des documents administratifs, c'est de proposer des infographies simplifiées aux usagers. Ça peut paraître très simple comme idée, mais très important aussi, parce qu'on a des process et des procédures qui peuvent être très longues et parfois aussi très complexes. Et donc, faire ce travail de simplification et expliquer via des infographies les procédures, ça peut être vraiment très, très utile aujourd'hui dans l'administration et pas que dans l'administration, je pense. Donc voilà, on finit sur ces nouvelles idées donc, qui vont passer en expérimentation très prochainement. Donc, les chefs de projet sont sur le coup. Et on peut passer maintenant à la phase de questions. On a une question de Flavie. Comment avez-vous acculturé vos agents et utilisé la plateforme à utiliser la plateforme et à leur montrer l'utilité? D'accord. Alors, sur la plateforme et comment on a acculturé les agents, il y a vraiment plusieurs phases. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite. C'est un travail de longue haleine, je tiens à le dire, parce que on peut parfois être un peu déçu. Mais l'acculturation à l'innovation publique, ça passe bien entendu d'abord par la communication. Donc, on communique sur des cas d'usage et des cas concrets pour les agents. C'est super important de ne pas être hors sol. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur l'innovation qu'on appelle incrémentale. Donc, partir des irritants et des problématiques des usagers et des agents sur le terrain, c'est super important quand on commence un laboratoire d'innovation, parce qu'il ne faut pas paraître hors sol. Et en fait, ça les aide beaucoup à se projeter parce que, en fait, finalement, c'est à leur bénéfice et ça va améliorer leur quotidien. Donc ça, c'est le premier élément de réponse que je peux donner sur l'acculturation. On propose aussi sur la plateforme des MOOC. Il y a un module dédié à cela et donc on en a déjà proposé 2 nous sur notre plateforme, donc un MOOC qui permet justement de savoir comment simplifier les documents administratifs et un deuxième MOOC qui présentait justement c'était quoi un laboratoire d'innovation et ce qu'on y faisait. Et en fait, c'est des MOOC qui sont à la fois très simples, très créatifs. Et comment on acculture, c'est qu'on propose des mini-vidéos sur le sujet, mais il y a aussi les petits quiz que peuvent faire les agents pour un peu tester leur connaissance et leur compréhension des petites vidéos, et aussi des petites certifications qui sont très gratifiantes pour eux finalement, parce que ça fait l'objet en fait d'une petite certification, et je pense que ça les pousse aussi à aller plus loin. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'acculturation ? Je ne sais pas si, Julien, tu as d'autres éléments de réponse. Non, c'est bien répondu. Juste peut-être pour préciser, du coup, pour qu'il s'acculture, mais aussi pour favoriser l'engagement au laboratoire, on a quand même passé toute une première année où il était très, très important, en fait, de communiquer en toute transparence sur les expérimentations qui ont été menées et surtout leur montrer assez rapidement que les bénéfices de ces expérimentations, c'était vraiment pour eux, c'était pas un gadget de l'administration centrale qui mettait en place son laboratoire d'innovation. C'est pour ça que c'était important de les laisser eux exprimer des idées, même si on les aiguillait un petit peu au départ,
et de rapidement communiquer sur les résultats de l'expérimentation de ces idées et leur montrer que oui, il y avait des résultats et que oui, on était dans une dynamique concrète et également assez rapide tout de même. Je pense que c'est aussi important d'aller sur le terrain. On a parlé de la plateforme qui est super importante pour couvrir une large zone géographique. Donc la communication régulière, un laboratoire d'innovation physique qui est à Paris, mais on pourrait très bien se dire qu'on a finalement un laboratoire d'innovation itinérant avec l'équipe Cœur du Lab qui se déplace aussi et qui montre que finalement on reste pas à Paris, on fait l'effort de se déplacer, on vient vous voir sur le terrain et ça je pense que c'est important en termes de relationnel et de communication également. Pendant que Nicolas est en train de taper sa question, moi j'ai une toute petite question. Vous avez beaucoup parlé d'expérimentation et en même temps, comme le disait Julien à l'instant, de concrétisation rapide aussi. Combien de temps, en moyenne, bien sûr, dure cette phase d'expérimentation sur une idée ou sur une initiative proposée ? Alors, on essaye de ne pas dépasser, ça dépend des expérimentations, mais 3 mois, c'est le bon timing pour faire une expérimentation. Parce que ça nous permet aussi de rectifier le tir et de ne pas être trop long, parce que sinon, on est finalement sur une mise à l'échelle. Et puis, l'idée du laboratoire, c'est aussi d'être un accélérateur. Donc, si on fait un projet qui dure en fait 1 an, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, généralement, plutôt 3-4 mois sur les expérimentations. Et sur, par exemple, la traduction instantanée où on a rectifié le tir, on a refait une petite phase de 3 mois sur un nouveau cas d'usage, donc ça permet de relancer un nouveau POC. Je pense que c'est le bon timing. Super, merci Marie. En attendant, Nicolas, je sais pas si Nicolas a posé sa question sur le sujet des irritants. Comment est-ce que vous réussissez à hiérarchiser, à évaluer justement les irritants entre eux, sans pour autant générer de la frustration auprès de ceux qui les expriment et à qui potentiellement vous ne donnez pas de suite, justement? Alors, déjà, tout d'abord, la première étape dans la hiérarchisation, c'est qu'on laisse les agents, tous les agents qui sont connectés à la plateforme d'idéation numérisée, s'exprimer sur les idées qui ont été publiées, les liker, voter. Donc déjà, il y a une première priorisation qui se fait par les agents. Donc déjà, ça légitimise en quelque sorte la priorisation. Et ensuite, donc on a un comité, comme on l'expliquait, qui va passer en revue toutes les idées qui sont passées au travers de ce premier SAS et qui va les analyser sur des critères objectifs pour vérifier, par exemple, vérifier le budget, bien évidemment, les ressources à mettre en œuvre, vérifier surtout, parce que on n'a peut-être pas assez incité là-dessus, mais je le refais du coup, qu'on reste bien dans notre ambition première, qui est que toute idée doit être à la fois bénéfique aux agents, mais aussi aux usagers. Un agent qui vient avec une idée pour améliorer sa condition de travail, la première question qu'on va lui poser, c'est mais du coup, comment ça améliore aussi le service rendu à l'usager et inversement. On va vérifier également qu'elle est bien en adéquation avec la stratégie de l'établissement. Et une fois que tout ça c'est fait et que l'idée est retenue pour une expérimentation, on va surtout, qu'elle soit retenue ou pas d'ailleurs, on va surtout communiquer en toute transparence à tout le monde du pourquoi on l'accepte ou pourquoi cette fois-ci on ne l'accepte pas ou pourquoi on va demander au porteur de projet peut-être de revoir sa copie et de réorienter son idée. On va rester quand même dans l'itération avec lui. Donc c'est ça en fait, c'est premier tri par les agents, c'est des idées qui sont postées par les agents et c'est les agents qui les sélectionnent. Et ensuite, une deuxième étape où il y a un comité qui a des critères de sélection objectifs qu'il communique. Et ensuite, on communique les résultats en toute transparence. Après, on ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas de frustration, mais voilà. En tout cas, on essaye de la limiter au maximum. Super, merci Julien. Je crois que Flavie est en train de rien, Nicolas. Je crois que Flavie est en train de taper. Avez-vous des visuels de votre plateforme ou est-elle en accès libre? Flavie, effectivement, on peut vous envoyer à l'issue de ce webinaire quelques visuels. On peut même organiser une démo avec l'écran partagé si ça vous intéresse de voir un petit peu plus concrètement, effectivement, globalement, le look and feel et l'expérience utilisateur.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je sais que j'en ai encore plein, mais enfin, je ne vais pas monopoliser la partie questions-réponses. Est-ce que certains d'entre vous avaient des remarques, des questions, des interrogations que vous souhaiteriez adresser à Julien et Marie? On vous laisse quelques... Ouais. Moi, je ne les vois plus, les questions. Vous voyez? Oui. Ok, super. Pour l'instant, il n'y en a pas. On va... Non, j'espère qu'on n'en a pas raté. Dans le chat, mais... Merci, ok. Donc, du coup, merci évidemment, Julien. Merci, Marie. C'était passionnant, hyper enrichissant, hyper dense aussi. Beaucoup de personnes dans le chat nous ont demandé si c'était possible d'avoir les slides. Je pense que globalement, c'est plus le replay que les slides, mais je vous laisse. Voilà. Le replay sera mis à disposition. C'est probablement Pauline, justement, qui vous enverra ce replay. Pauline, qui d'ailleurs va vous partager un petit sondage dans à droite dans le chat. Il y a un sondage, donc n'hésitez pas à aller dessus et à voter. En attendant, bien entendu, on est ravis de vous avoir tous accueillis ce matin, pour le coup en quasiment 100% digital, mais on va reprendre progressivement en fonction du contexte sanitaire. On va reprendre également en figital et en présentiel parce que vous nous manquez et on a envie de se revoir et de boire des cafés ensemble et d'avoir ces petits moments informels avant et après. Donc, on va refaire ça rapidement. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent avoir des informations sur BeShake, avoir une démo, avoir des cas clients complémentaires à celui de l'OFI, pareil, n'hésitez pas à nous contacter, soit via notre site internet www.beshake.com, soit directement sur mon adresse mail, c'est legales@beshake.com, CLEGALES@beshake.com. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée, un bon vendredi, un bon week-end. Stay safe, comme on pourrait dire. Et merci à tous.